Bonjour, bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. La trêve hivernale a été décrétée au début du mois. Plus d'expulsions locatives donc jusqu'au printemps. Les plans hiver sont prêts. L'État, comme d'habitude, dit qu'il va faire des efforts. Et pourtant, à l'heure où nous parlons, des hommes, des femmes, mais aussi des enfants n'ont pas de logement et dorment à la rue ou dans des hébergements d'urgence quand ils en trouvent. Alors, à qui la faute et surtout, quelle solution? On en débat aujourd'hui avec nos invités. François Picmal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'association Droit au logement à Toulouse et vous avez notamment cette semaine occupé un gymnase du centre-ville pour y loger des familles. Pierre Casteras, bonjour. Bonjour. Vous êtes le référent départemental de La République En Marche en Haute-Garonne. Vous porterez donc la voix du gouvernement. Je précise aussi que vous êtes également directeur général d'une structure d'intermédiation locative dans l'Aude. Enfin, également avec nous, un représentant des bailleurs sociaux, Jean-Michel Fabre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union sociale de l'habitat en Midi-Pyrénées et vous êtes également conseiller départemental socialiste en Haute-Garonne. Je précise aussi que nous avions évidemment invité la préfecture de Haute-Garonne ainsi que la mairie de Toulouse. Toutes deux ont décliné nos invitations. Alors avant de vous entendre, messieurs, parole aux citoyens, comme c'est la tradition ici, Laurent, et parole aux principaux concernés, c'est-à-dire ceux qui dorment à la rue et ceux qui les aident. On écoute. Un hébergement d'urgence ici à Toulouse, en gros, c'est un grand hall où, en gros, vous dormez entre deux personnes que vous ne connaissez même pas, par terre. Voilà. Et à 7 heures, on vous fout dehors. On ne peut pas trop cracher dans la soupe. On est hébergé, on est au chaud, on mange. Le petit hic, c'est que là où j'étais, c'était un peu militaire. C'était un peu militaire, un peu trop strict. Quel genre de choses améliorer? Déjà les démarches. Tout ce qui est démarches, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de mal à faire des démarches pour avoir des hébergements d'urgence ou de téléphoner ou de oser demander ou ce genre de choses. Par rapport à l'année dernière, le 31 octobre, les gymnases étaient ouverts, les familles étaient prises en charge à l'hôtel, ce qui n'est pas le cas cette année. Pourquoi? On n'en sait rien. Et pour vous, comment ça va se passer ce soir? Moi, je vais dormir dehors, sous un porche, dans mon sac de couchage. Et un salut amical à Pierre qui se reconnaîtra et qui nous regarde. Alors, c'était inconcevable il y a quelques années, mais aujourd'hui, des femmes et des enfants dorment dehors. Alors, ce n'est pas un responsable associatif ou un militant qui le dit, mais le ministre du Logement en personne, Julien de Normandie. Alors, comment en est-on arrivé à cette situation, voire à cette régression en 2018, Pierre Casteras ? Dans le premier élément, je ne suis pas le représentant du gouvernement, mais je suis le référent du premier mouvement politique de France. Qui soutient le gouvernement? Activement et avec conviction. Ce que dit Julien Normandie, c'est une forme de courage. Il faut commencer par dire les choses, mettre des mots et parler de situations inacceptables. On parle d'usagers, on parle de citoyens, de femmes et d'enfants à la rue. C'est une réalité. Dans ce pays, c'est une réalité. Des personnes n'ont pas de toit, n'ont pas d'avenir. Donc dans le cadre du plan pauvreté, un des volets, c'est le logement, le droit d'accès au logement. Premier constat, c'est dire les choses, nous le disons, c'est peut-être la première fois. Autre élément... Comment on peut l'analyser, cet état de fait? C'est quoi? C'est un appauvrissement de la société, des moyens qui manquent de plus en plus? C'est un ensemble de choses. Dans les personnes privées de toit, il y a les publics que l'on connaît, que l'on reconnaît, avec lesquels on travaille depuis des années, et il y a de nouveaux publics. Ces nouveaux publics, effectivement, il n'y a pas une raison. Il y a chaque fois une histoire personnelle. Ce qui est important, ce qu'il faut rappeler, c'est le principe de justice sociale. Nous parlons de femmes et d'hommes, on ne parle pas de numéros. Vous le constatez également, vous, militants droit au logement, ce phénomène qui est qu'aujourd'hui, on a à nouveau des femmes, des enfants, des familles à la rue. Écoutez, moi je vais pas y aller par quatre chemins. Aujourd'hui, s'il y a des gens à la rue, c'est parce qu'il y a des responsables politiques pour qui ce n'est pas une priorité. D'accord ? Donc je pense que dans un pays où il y a 2,9 millions de logements vacants, où on donne chaque année 7 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches, il y a largement les moyens de faire en sorte que plus personne ne le soit à la rue. Mais ce qui attriste encore plus, c'est le mépris. Parce que voyez-vous, pendant une semaine, des familles qui depuis des mois dormaient dehors ont occupé un gymnase. Est-ce qu'il y a un responsable préfectoral qui est venu à leur rencontre, leur demander qui elles étaient, pourquoi elles appelaient le 115, pourquoi il n'y avait pas de réponse?
Aucun. Et cette préfecture en Haute-Garonne se met hors la loi sur cette question d'hébergement d'urgence. Elle est condamnée tous les 4 matins par le tribunal administratif de Toulouse sur la question de l'hébergement et a même été retoquée par la Cour européenne des droits de l'homme. On est en train de commémorer la guerre de 14-18. Vous savez ce que disaient les soldats dans les tranchées. Si seulement un général ou un responsable politique venait, la guerre, cette boucherie s'arrêterait tout de suite. Eh bien, donc, la guerre contre le sans-abrisme, les responsables politiques qui ne prennent pas leurs responsabilités. Il faudrait qu'ils viennent un soir avec les travailleurs du 115, répondre à leur place aux gens qui appellent. Comme il y a eu des progrès ces derniers temps. Tous responsables, tous coupables, ou il y a une évolution, il y a une prise de conscience ou pas? Il n'y a pas de progrès, les gens le voient bien dehors, ils n'acceptent plus d'ailleurs. On a eu une solidarité envers ces familles qui n'avait jamais eu lieu à Toulouse. Preuve aussi que les habitants, contrairement à ce qu'on dit, sont solidaires et que pour eux, la question de l'hospitalité n'est pas un vain mot et qu'ils ne comprennent pas comment on peut laisser des gens mourir dehors parce que c'est ça dont il est question. Jean-Michel Fabre, votre regard à la fois, j'allais dire, de socialiste, c'est-à-dire ceux qui étaient aux affaires il n'y a pas si longtemps finalement avec François Hollande, et votre regard également en tant que gestionnaire notamment du parc HLM. Alors, bien entendu, il faut se mobiliser pour ces gens-là. Et bien entendu qu'il y a des mobilisations au quotidien d'associations. Mais pourquoi ça n'avance pas? D'associations, je vais y venir, d'associations, mais aussi de collectivités locales. On pourra parler tout à l'heure des solutions qui sont mises en œuvre. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le conseil départemental, par exemple, accueille aujourd'hui 1000 mineurs étrangers isolés. Et qui sont isolés et qui sont accueillis. C'est plus de 500 femmes avec des enfants, vous avez parlé de ce sujet, qui sont accueillis chaque année et on a développé des nouvelles aides. Après, je crois qu'il faut bien rappeler les responsabilités. La question du logement d'urgence, c'est une responsabilité d'État. La question de l'accueil des réfugiés, c'est une responsabilité d'État. Quand on est sur les questions de logement, c'est une responsabilité beaucoup plus partagée. Oui. Or, aujourd'hui, on a un vrai problème. C'est que le gouvernement s'est engagé sur une démarche qui est un logement d'abord, qui nous semble une bonne démarche. Chercher à faire que les gens puissent aller directement vers le logement plutôt que de passer par un certain nombre de cases d'hébergement. Même si je pense que dans un certain nombre de cas, il faut des solutions adaptées. Très bien. Dans le même temps, et c'est le cas de le dire, l'an dernier comme cette année, c'est entre 1,5 et 2 milliards d'euros en moins qui ont été ponctionnés sur le logement social. La conséquence directe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux sont en train, malgré eux, et alors qu'ils veulent faire l'inverse, de réduire la construction de logements sociaux. Donc, je le dis aujourd'hui, nous avons fait une lettre au ministre de Normandie. Quand je dis nous, ce sont les bailleurs sociaux avec des collectivités locales, toutes couleurs politiques confondues. À Julien de Normandie, le ministre du Logement. À Julien de Normandie, nous l'avons fait il y a une quinzaine de jours. Et nous disons quoi? Nous disons attention, attention. Aujourd'hui, nous allons vers l'échec du choc de l'offre qu'on devait avoir. Et le problème que nous connaissons aujourd'hui pourrait s'aggraver. Donc les bailleurs sociaux se mobilisent, les collectivités se mobilisent. Encore faut-il qu'on construise plus de logements sociaux, sinon ça sera un problème sans fin. Votre majorité en fait moins pour les HLM concrètement, Pierre Casteras? Alors, il faut différencier deux choses. L'amalgame que fait le conseiller départemental socialiste peut effectivement induire en erreur. Il y a le logement et il y a l'hébergement. Monsieur Fabre préside un office départemental, c'est une chose, on y viendra vraisemblablement par la suite. Mais ce qui nous occupe là, la question qui est posée, c'est le logement. C'est le premier gouvernement qui mobilise autant de moyens. C'est une réalité partagée par l'ensemble des structures et des associations. Ah, visiblement, ce n'est pas le cas de... Sur le logement d'urgence, parlons bien des bonnes choses et mettons les bons mots sur les bonnes questions et sur les bons mots à tous les sens du terme. Pas de logement d'urgence, il y a de l'hébergement d'urgence. Je finis. C'est 2 milliards qui sont mobilisés. C'est 136 000 places quotidiennes, 5 000 places de plus que l'année dernière. Il y a une situation d'urgence dans laquelle Julien de Normandie et l'ensemble du gouvernement en a pris la dimension. Et il y a une politique de fond qui se traduit dans la loi Elan et dans le plan pauvreté. Et ce qui est essentiel, c'est de pouvoir apporter une solution individuelle dans le cadre du parcours logement et de un chez soi d'abord, puisque des politiques sont mises en œuvre par la majorité précédente qui n'avait pas doté suffisamment les moyens, il faut le dire. Et donc, les fonds sont réamorcés, mais c'est apporter une solution individuelle à chaque cas, parce qu'on ne parle pas de citoyens, on parle de femmes et d'hommes qui ont chacun une histoire. On va répondre aux questions avant de se projeter sur les pistes de sortie, sur les constats, les questions qui sont posées également cette semaine avec une nouvelle grève du 115. C'est-à-dire que grosso modo, le numéro d'appel d'urgence pour les hébergements d'urgence, il n'y a même pas 10% de réponses favorables. Donc comment vous analysez ça? Là aussi, c'est un manque de moyens flagrants pour vous? Je crois qu'il faut demander aux travailleurs du 115, mais clairement, il y a un manque de moyens.
de ce service public qui est devenu une roulette russe pour les sans-abri, puisque beaucoup n'appellent même plus, puisqu'ils savent qu'il n'y aura plus de place. Et il faudra écouter les revendications de ces travailleurs sociaux-là. Et je suis désolé de le dire, mais la loi Elan va être une loi à expulser, puisqu'on a la réduction du temps de prise en charge, notamment de la prévention des expulsions. On a atteint cette année le record du nombre d'expulsions par la force, plus de 15 500 cette année. On est dans des chiffres qui ne cessent d'augmenter au fur et à mesure. Le bail mobilité, c'est pareil, c'est un véritable cadeau à Airbnb. C'est parce que la précarité avance ou parce que les règles ont été durcies? C'est plus facile d'expulser. Non, écoutez, c'est global. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on vous coupe les APL, quand au niveau local, vous devez payer plus cher les transports, quand la cantine n'est plus gratuite, eh ben, vous avez du mal à payer votre loyer. Vous savez, dans ce gymnase, il n'y avait pas, contrairement à ce qu'on a dit, que des familles demandeuses d'asile. Il y avait aussi des familles qui ont été expulsées de leur logement parce qu'elles n'arrivaient plus à payer leur loyer. Le gymnase Saint-Cernin occupé à Toulouse durant la semaine, voilà, je précise. Ça, Donc je veux dire, quand on est à la rue, vous savez, on n'a qu'un point commun, c'est 49. C'est l'âge auquel on peut espérer vivre quand on est dehors. Voilà. 49 ans. Peu importe son nationalité et son origine. C'est ça la réalité aujourd'hui. Pierre Casteras, par rapport au bail mobilité, est-ce que ça va précariser les gens dans leur logement, leur location, ou est-ce que vous allez veiller justement, à travers la loi Elan, à faire que les gens ne soient plus expulsables suite à des accidents de la vie notamment? Alors, la loi Elan a deux objectifs. Le premier, c'est de pouvoir construire, bâtir et apporter un logement pour tous. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du logement social, mais il y a une diversité d'offres de logement. C'est le logement pour tous, et en particulier le logement intermédiaire, pour que les bailleurs sociaux puissent revenir à leur métier premier, construire des logements accessibles à l'ensemble de la population. Donc pour revenir à votre question, le deuxième volet de la loi Elan, c'est de protéger les plus modestes. Donc non, à votre question, il faut répondre non. Par contre, grâce à l'amendement de 2 députés de Haute-Garonne, et en particulier de Michael Nogal, député de la Haute-Garonne qui a travaillé sur la loi Elan, l'amendement qu'il a proposé a été accepté pour la mobilisation et la réquisition de logements et transformer temporairement des bureaux en logements. Il y a des solutions, mais qui s'inscrivent dans la durée. On peut entendre, on doit entendre la colère, on doit entendre effectivement la frustration et le malheur, mais il faut y répondre dans l'urgence. C'est 2 milliards mobilisés cette année et dans la durée, en mettant à disposition des logements pour ceux qui en ont besoin. Jean-Michel Favre. Oui, moi je ne peux pas entendre de dire que quand on parle d'hébergement, on ne peut pas parler de logement. C'est le ministre lui-même qui a dit qu'il fallait aujourd'hui avoir un pont et que la question de l'hébergement et du logement, c'était la même question. Il fallait en finir avec cette séparation artificielle entre les deux. Donc dire que ces deux questions séparées, c'est totalement arbitraire. En Haute-Garonne, l'an dernier, les bailleurs sociaux ont logé 700 personnes qui sortaient de centres d'hébergement. Et on leur demande d'en loger plus. Alors dire que quand on ponctionne les bailleurs sociaux, on n'intervient pas sur l'hébergement, c'est une aberration. Bien entendu qu'on intervient dessus. Les bailleurs sociaux, tous les jours, sont là pour essayer de loger des gens qui sortent d'hébergement, qui parfois sortent directement de la rue. Encore faut-il qu'ils aient les moyens de construire plus de logements sociaux, parce qu'il ne faut pas l'oublier, une des particularités de la région, et c'est vrai en particulier sur le département, c'est 50 000 personnes qui arrivent par an. Alors comment on fait quand on a 1,5 à 2 milliards de moins, 150 millions d'euros juste pour la région. Comment on fait pour construire plus, accueillir plus de gens, accueillir les plus démunis et faire de la mixité sociale alors qu'on est ponctionné? Voilà. Donc je ne comprends pas cette incohérence du gouvernement. Alors justement, comment se débrouillent ces personnes qui n'ont pas de logement, qui sont à la rue ou qui vont de logement précaire en logement précaire? Comment se débrouillent également ceux qui sont censés les aider? On fait le point avec Christophe Romain et Frédéric Dess. Occuper un gymnase au cœur de Toulouse, c'est l'ultime solution trouvée par 130 personnes, dont 75 enfants, pour avoir un toit. Ahmed et sa famille ont perdu leur logement il y a 1 an et depuis 3 mois, ils vivent dans la rue. On ne dort pas parce qu'il y avait trop froid et tout ça. Et j'étais peur. J'ai trop peur dans la nuit. Je ne supporte plus le froid. Là, on vit dans un cauchemar. Nous sommes à la rue, on a appelé le 115, on a fait des demandes pour être logés, mais il n'y a aucune réponse ici à Toulouse. Une 60aine de familles comme celle-ci est chaque jour laissée à la rue. Le service intégré d'accueil et d'orientation, aussi appelé 115, manque de moyens pour apporter des solutions. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ces conditions de dormir dans la voiture? Ça fait combien de temps? Sur une stable. Depuis septembre.
C'est ça, et vous appelez tous les jours. Le 115 s'est d'ailleurs mis en grève cette semaine car les demandes d'hébergement explosent, plus 45% en 3 ans pour les ménages avec enfants. Les hommes et femmes isolés augmentent aussi, des personnes pourtant en situation régulière. Des familles qui ont des droits, qui sont en attente d'avoir des résultats des services de la préfecture, mais qui sont de façon tout à fait régulière sur le territoire français, avec des enfants en bas âge. Pour certains sont scolarisés. La préfecture, de son côté, insiste sur l'augmentation des places d'accueil, des efforts encore insuffisants. La loi Dallot de mars 2007 devait pourtant assainir la prise en charge des plus précaires. Cette loi du droit au logement opposable prévoit des recours pour les citoyens sans abri ou mal logés, un arsenal législatif encore trop complexe. Il faut que les gens aient accès déjà aux informations, il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent faire appel à ce dispositif. Et ensuite, souvent, même quand la décision de la commission est favorable, il faut ensuite saisir le tribunal administratif et beaucoup de gens ne savent pas effectivement qu'ils doivent engager ce type de recours. Les associations en appellent à une sorte de plan Marshall du logement d'urgence et dénoncent une gestion à court terme. On revient très très fort sur une gestion thermomètre. On gère comme si le problème était conjoncturel, alors que non, les parcours de migration des personnes, c'est inscrit aujourd'hui. Ça ne va pas se terminer l'année prochaine. Donc il faut une véritable stratégie pour essayer de penser autrement nos modes d'action. C'est peut-être à ce prix que des enfants comme Amina pourront poursuivre leurs études. J'aimerais bien trouver une maison pour aller au collège et comme ça on ne peut pas changer de collège, je ne change pas de collège. Alors on vient de le voir, hein, un gymnase qui a été occupé 7 semaines. A priori, des solutions ont été trouvées pour les familles qu'on vient de voir, des solutions provisoires, on s'en doute. À Tarbes, cette semaine aussi, c'est une ancienne clinique hein, qui a été investie pour qu'aucun SDF ne dorme dehors, avaient dit les associations. Ce mode d'action, c'est, j'allais dire, le mode d'action le plus efficace, le plus urgent à utiliser, François Pécresse. Hélas, vous voyez bien que si ces familles n'avaient pas fait ça, elles seraient encore aujourd'hui dehors. Et nous, on veut saluer tous les Toulousains et les Toulousaines qui sont venus les soutenir, parce que c'est eux qui sauvent l'honneur de ce pays en ce moment. Oui, on utilise souvent le terme, on l'entend plutôt, on l'utilise peut-être pas assez, celui de solidarité nationale. Il y en a une Il y a une solidarité, clairement. Locale aussi. En tout cas, à Toulouse, c'est très important cette solidarité-là, parce que les parents d'élèves, même des élèves de Saint-Cernin, beaucoup de commerçants, contrairement à ce qu'on dit, ont fait des dons, sont venus soutenir ces familles. Parce que personne ne comprend plus comment on peut laisser des gens dehors quand on voit tant de gens s'enrichir à côté. Voilà, c'est ça la réalité. Pierre Castéras, votre regard à bien que le gouvernement ait des réponses. À la fois sur le mode d'action, c'est-à-dire on est dans l'urgence, on réquisitionne, on occupe, et sur le fait justement qu'effectivement il faut attendre que les lieux soient occupés pour que des solutions soient trouvées. Alors, de façon générale, il existe des dispositifs qui fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas. Le Dallot est une loi qui a apporté des solutions. Les bailleurs sociaux ne peuvent pas seuls répondre à tous les besoins. Mais sur le fait qu'on occupe un gymnase, quelle est votre réaction ? L'occupation, c'est un thermomètre. Ça montre bien qu'il y a une crise dont il faut se saisir. Le problème derrière, vous avez votre sujet est bien fait parce qu'il montre que ce sont des histoires différentes à laquelle il faut apporter une solution particulière. Dans le cadre de Un chez soi d'abord, un dispositif qui a été dans le département de la Haute-Garonne, le département institution, la ville, la métropole ont été pilotes, qui aujourd'hui est généralisé. On met peut-être pour la première fois autour de la table le travailleur social, le bailleur, quel qu'il soit, mais aussi le gestionnaire locatif. Et donc c'est ce travail-là qu'il faut apporter, c'est du cousu humain, parce que loger une famille avec 2-3 enfants, loger un homme ou une femme à la rue avec des animaux, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même approche. Alors, on l'a dit, ce dispositif est en route, un chez soi d'abord, il est mené notamment par le département, mais on en est où? Parce que finalement, il y a des situations d'urgence qui sont toujours là, voire plus nombreuses. C'est là tout le paradoxe, et ça revient sur ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'à la fois, on est sur un territoire où il y a beaucoup d'expérimentations, beaucoup de choses qui se font. Je vais en citer quelques exemples parce que je crois qu'il faut les donner. Et à la fois parce qu'on a une augmentation de la population et parce que sur le logement social, à terme, on va réduire la construction, on va vers des difficultés. Alors, sur des expérimentations, le conseil départemental a souhaité mettre l'accent sur les femmes avec des enfants de moins de 3 ans, puisqu'il a en charge ces questions-là. Deux choses. D'une part, on a soutenu le 115. Aujourd'hui, le département apporte 1 million d'euros pour que le 115, qui est une responsabilité de l'État... ça ne suffit pas.
Ah non, ça ne suffit pas. Et surtout, il y a une réponse sur 10 qui trouve satisfaction. Et pour que des femmes avec des enfants de moins de 3 ans soient prises en charge dans l'urgence. Mais derrière, on a démarrer des dispositifs. Alors je vais en prendre un, parce que là où il faudra un ensemble de dispositifs, il n'y a pas une solution unique. On a mis en place un dispositif qui fait qu'en lien avec des bailleurs sociaux, en lien avec une association qui accompagne les familles au cas par cas, qui est Solia, on puisse accompagner ces femmes dans du logement social directement, parfois dans du logement privé, parce qu'il y a aussi, et c'est la solidarité, des personnes privées qui mettent à disposition leur logement. Et on est, en quelques mois, on a fait qu'il y ait 40 familles qui puissent être dans ce cadre-là. Concrètement, aujourd'hui, une question, je vous coupe. Si quelqu'un nous regarde et dit « moi, je veux mettre un logement à disposition d'une personne qui n'en a pas », ça se passe comment? Il s'adresse à qui? Alors, j'ai entendu encore ce début de semaine l'association Solia, qui est une association nationale, qui faisait un appel pour que des familles mettent à disposition leur logement et ils le prennent en charge. Donc, vous voyez, il y a des solutions qui existent très, très localement. Mais pour continuer, ça c'est un exemple. Mais on a pris d'autres familles, parce que le problème, c'est que le logement social ne peut pas répondre, par exemple, aux familles qui n'ont pas de droit. Donc, il n'y a que les structures d'hébergement qui peuvent répondre. Puisque pour être dans un logement social, il faut avoir des droits. Voilà. Donc, on a mis en place d'autres dispositifs pour ces familles qu'on accompagne et qui, là aussi, peuvent rentrer dans ce cadre-là. Et quand vous dites accompagnement, c'est le logement, mais aussi le suivi social. Justement, parce qu'on va y venir. C'est-à-dire, le logement, c'est la priorité, mais ensuite, il faut l'accompagnement social. C'est fondamental. Et moi, je rejoins tout à fait ce qui était dit tout à l'heure. Il faut accompagner dès le départ, aider à trouver les bonnes solutions. Mais vous savez, on ne fait pas de bruit. Mais nos structures, la protection maternelle et infantile, qui ont dans toutes les maisons de solidarité, reçoivent tous les jours des gens, des femmes avec des enfants qui sont à la rue. Et ce sont ces maisons de solidarité qui accompagnent ces familles avec des enfants en bas âge. François Piquemal, vous qui les suivez, ces familles, vous qui les aidez, vous qui, on l'a vu cette semaine, les reloger dans l'urgence s'il le faut, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour, au-delà, j'allais dire, de leur trouver un logement, même un logement pérenne, les suivre aussi dans leur réinsertion sociale? Écoutez, je pense qu'il y a la plupart des familles et des gens qu'on rencontre, effectivement, vous pouvez trouver des gens qui sont des grands précaires, et pour ça, il y a des dispositifs particuliers qui peuvent être mis en place. Mais la plupart, ils demandent juste à avoir un hébergement rapidement et un logement si possible et à travailler. Vous savez, moi, anecdote, j'ai couru une partie du marathon de Toulouse. Dedans, je vois des adhérents du DAL qui travaillent au Black pour une boîte de sécurité qui fait le marathon. Vous voyez, ces gens, ils construisent notre ville. Ces gens, c'est des habitants de nos villes, de nos villages, etc. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse la charité, ils veulent un logement. Voilà, c'est ça la réalité. Et moi, j'entends bien la loi Elan. Travail au Black, vous disiez travail au noir, c'est ça? Travail au noir, voilà, bien sûr. La loi Elan. On peut avoir le nom de l'entreprise par hasard? Non, écoutez, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais sur la question de la réquisition, je vais vous donner une alors, solution. Pourquoi ils n'ont pas de logement concrètement? Parce que la loi n'est pas appliquée. La loi aujourd'hui n'est pas appliquée en Haute-Garonne et ailleurs. Vous avez une loi qui s'appelle la loi de réquisition que le maire de Montreuil et récemment de Bagnolet ont mis en place. Il y a eu un arrêté préfectoral pour casser cette réquisition, qui pour autant étaient des bureaux vides. Donc là, il y a une contradiction majeure visiblement dans le gouvernement entre les annonces et les faits. Et c'est dans après notre ou ville, avant le décret d'application de la loi Elan? Il me semble que c'est après. Mais à vérifier. Mais en tout cas, on attend maintenant que M. Nogal et le gouvernement y aillent pour nous ouvrir des bâtiments vides. Il y a 240 000 m² de bureaux vides à Toulouse. Donc on espère qu'ils vont bientôt être ouverts pour remettre tout le monde à l'abri. La loi Elan peut aider là-dessus, Pierre Casteras? C'est un des objectifs. Mais il y a aussi l'objectif, et ça a été abordé, c'est l'intermédiation locative. Aujourd'hui, on a des millions de mètres carrés libres, habitables, alors, en étant prudent sur l'indignité et sur l'insalubrité. Les bailleurs sociaux font du travail. L'objectif n'est pas de dire que le travail n'est pas fait. Non, ils font un travail essentiel. C'est un des piliers de la République et du contrat républicain. Ça, c'est acquis. Mais c'est sur une chose le fait que certaine. la loi ne soit pas appliquée, vous qui êtes en majorité, vous pouvez pas dire au préfet, sur l'application de la loi, comme beaucoup de choses en France, c'est paritaire. Il y a des commissions, il y a le plan départemental. Pas le préfet chargé de contrôle d'égalité aussi. Donc les choses aussi sont faites de façon paritaire. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que vous parlez effectivement d'un accès. Il faut accompagner. Bien sûr que ces femmes et ces hommes et ces enfants souhaitent un toit. Mais derrière, c'est aussi un parcours pour les amener vers la réinsertion par le logement et dans le logement. Donc l'intermédiation locative, l'objectif avec des moyens importants, c'est d'aller capter des logements de bailleurs privés qui aujourd'hui sont vacants et de les accompagner pour permettre, une sécurité sur des impayés, l'État le permet,
avec des dispositifs, c'est Solibail. Deuxième élément, avec des garanties d'accessibilité. Des choses sont faites, des dispositifs existent. Sur l'application de la loi, il y a des recours, il faut les user, et on dit qu'effectivement, il y a des situations abusives, c'est un fait. Oui, je voudrais parler de la transformation des bureaux. Il se trouve que il nous reste une minute. Je m'occupe d'une structure de logement social qui s'appelle Les Chalets, qui a acheté il y a 3 ans l'ancienne chambre d'agriculture. Il va y avoir 150 logements pour des jeunes qui seront des logements sociaux. Et parmi ceux-là, il y en a certains qui vont être réservés à des mineurs non accompagnés ou à des jeunes majeurs que le conseil départemental va accompagner. Si on a pu le faire à l'époque, c'est parce que les bailleurs sociaux avaient les moyens de faire des opérations de ce type. Et vous voyez, c'est pas parce qu'il y a eu la loi Elan qu'on transforme des bureaux en logements. C'est même peut-être un cas assez unique. Demain, est-ce qu'on sera capable de continuer à le faire du côté des bailleurs sociaux? Je n'en suis pas sûr. Et je ne suis pas sûr que le privé va permettre de loger des gens en difficulté après avoir transformé des bureaux. Merci à vous 3, messieurs, d'avoir accepté de débattre. On va suivre, bien évidemment, ce dossier. Puis on l'a dit, l'hiver arrive, approche à grands pas. Merci à vous d'avoir accepté ce débat qui se poursuit, vous le savez, sur notre blog, le blog politique. Vous y retrouvez toute l'actualité politique de la région. Vous pouvez également, sur notre page Facebook, y laisser vos commentaires et vos questions à nos invités. La semaine prochaine, on se retrouve dès 11h pour une émission exceptionnelle Grande Région. Nous serons au cœur des territoires à Laconne, dans le Tarn, pour débattre du ras-le-bol des élus locaux et des maires notamment. Certains vont même jusqu'à démissionner. Alors, l'État baisse-t-il ses dotations? Si oui, à quelle hauteur et quelles conséquences pour ces élus de terrain, mais aussi pour leurs administrés? On en discute donc la semaine prochaine, dès 11h à Laconne, dans le Tarn. D'ici là, passez une bonne fin de week-end sur France 3 Midi Pyrénées.